Charles V a remis le royaume sur pied, et il n'a désormais plus à se soucier des barons réfractaires, ni des grandes compagnies qui ravageaient la France. Il est maintenant temps de se focaliser sur ce qui sera la tâche la plus ardue de son règne, la revanche et la reconquête. Charles V, juriste, réformateur, stratège. Afin de terminer de payer la rançon de son père, Charles V avait établi des impôts indirects sur la consommation, peu populaires car touchant aussi bien les pauvres que les riches. Ces impôts avaient tout d'abord été utilisés pour financer la politique intérieure et la lutte contre les compagnies, plutôt que pour le paiement de la rançon. Mais Charles paye une grande partie de ce qui est dû aux Anglais au cours des années 1365-1367. Si le paiement de la rançon est donc en cours, le transfert des territoires cédés s'était lui achevé en 1362. Cependant, les juristes de Charles, lors de la rédaction du traité de Brétigny, avaient omis de mentionner que ces transferts s'accompagneraient de renoncements de souveraineté sur les territoires cédés. Or, ces renonciations doivent s'effectuer en personne, duché par duché, comté par comté, vicomté par vicomté. Ce ne fut jamais fait. Le temps passe, et Édouard III n'envisage pas que la France puisse un jour revendiquer de nouveau la souveraineté sur la Guyenne. C'est pourtant dans cette faille juridique que va s'immiscer Charles V afin de justifier la reprise du combat contre les Anglais, tout en restant en accord avec le droit. Pour l'heure, en Aquitaine, le prince noir se met la population à dos. Transformé de duché en principauté par son père, l'Aquitaine devient un État autonome. Édouard III avait posé comme condition que l'Aquitaine ne bénéficierait plus du soutien financier anglais. Et si le prince noir est un chevalier valeureux, un capitaine de génie et un modèle de courage, c'est en revanche un piètre dirigeant. Il veut faire de sa cour une cour pouvant rivaliser avec celle de Londres ou Paris. Il n'a cependant pas les moyens de ses ambitions. De plus, son comportement avec les Gascons démontre qu'il n'a ni le sens politique, ni la clairvoyance pour appréhender les particularités de sa principauté. L'Aquitaine, ce n'est pas l'Angleterre, où la hiérarchie féodale est claire et où les nobles doivent tout au roi. Dans le sud-ouest de la France, ce sont des seigneuries quasiment indépendantes, où il existe de nombreux particularismes. Le prince noir n'en tient pas compte, pensant à tort que les seigneurs gascons lui sont acquis. Après tout, ne lui ont-ils pas fait la fête lors de son avènement à Bordeaux ? Mais il se trompe lourdement. Les Aquitains n'étaient pas fondamentalement hostiles aux Valois, mais à l'autorité royale en général. Pas spécialement hostiles aux impôts de Jean II, mais à tout impôt royal. Ils avaient supporté sans broncher les lieutenants du roi d'Angleterre envoyés en Aquitaine de manière temporaire, mais maintenant qu'il y avait un prince qui avait élu demeure à Bordeaux et qui de surcroît leur coûtait très cher, les nobles gascons commencent à trouver le joug plantagenet un peu trop pesant. Deux nobles gascons vont faire voler en éclats le statu quo. Jean d'Armagnac, dont nous avons déjà parlé, et qui est l'un des plus fidèles alliés du roi de France dans le sud-ouest, et Renaud de Pons, qui s'il a servi le prince noir jusqu'à la bataille de Nájera, sera désormais un homme des Valois, aux côtés desquels il combattra jusqu'à la fin de sa vie. En janvier 1368, les États d'Aquitaine s'ouvrent à Angoulême. On y vote la levée d'un nouveau fouage. Jean d'Armagnac, qui ne s'est pas rendu aux États de la Principauté, décrète que les décisions prises à Angoulême ne le concernent pas et qu'on ne lèvera pas d'impôts chez lui. Le droit féodal accordait à un vassal le droit d'en appeler à son suzerain, en l'occurrence le roi d'Angleterre, en cas de désaccord avec son seigneur. Mais sans attendre le résultat de l'enquête commanditée par Édouard III, Jean d'Armagnac décide que son suzerain s'est dérobé à ses obligations, et il s'adresse donc à son souverain. Or, en droit strict, vu que le renoncement de souveraineté n'avait pas été fait en bonne et due forme, Charles V de France était toujours souverain en Aquitaine,
par-dessus le duc roi Édouard III d'Angleterre. Jean d'Armagnac se rend donc à Paris, à l'occasion du mariage de son neveu, Arnaud d'Albret, qui épouse la sœur de la reine. Là, il expose la situation au roi de France et l'encourage à accepter son appel. Deux choix s'offrent à Charles le Sage. S'il refuse, il renonce définitivement à la souveraineté sur les régions perdues en 1360. Et s'il accepte, c'est la guerre. Après avoir consulté à la fois les juristes et les barons de son royaume, tout le monde est unanime. Non seulement le roi peut accepter, mais il en a le devoir. Le 1er juin 1368, Arnaud d'Albret prête un hommage lige au roi de France. C'est-à-dire que peu importe le type d'hommage précédemment prêté, en cas de conflit, Arnaud d'Albret se trouverait dans le camp de Charles V. Le Plantagenet se trouve donc devant le choix suivant. Soit il perd une partie de sa principauté d'Aquitaine, soit il part la conquérir les armes à la main. Charles V réunit son conseil le 30 juin. Notables parisiens, barons, frères du roi. On vote pour connaître l'attitude à adopter. 36 votes, 36 jugent qu'il faut accepter l'appel des Gascons. Mais Jean d'Armagnac et ses amis rebelles ne comptent pas être abandonnés par la couronne de France. Ils répudiaient leur seigneur, le prince noir, mais le roi de France leur promettait de ne jamais renoncer à sa souveraineté sur leurs terres. Chaque membre du conseil du roi doit jurer sur les évangiles, et même les frères du monarque, Jean de Berry, Philippe de Bourgogne et Louis d'Anjou, le font au cas où ils accéderaient au trône. Assuré du soutien royal, le parti des rebelles aquitains ne cesse de grossir. Les gens de La Rochelle, Cahors ou Périgueux n'avaient jamais tenu l'anglais pour leur suzerain légitime, et ils se rallient donc rapidement. Pour d'autres, c'est moins évident, ils se soucient surtout de leur indépendance. Mais dans le cas présent, il est préférable pour eux d'avoir un roi à Paris qui leur laisse plus de latitude plutôt qu'un prince à Bordeaux sur leur dos en permanence. Entre le 8 septembre, moment où Arnaud d'Albret fait consigner son acte d'appel par 2 notaires, et le 3 décembre, date à laquelle Charles V écrit à toutes les villes d'Aquitaine pour justifier de sa décision d'accepter l'appel gascon, plus de 800 villes et bourgs se sont prononcés en faveur du roi de France. Charles V a pour lui le droit et les juristes. Jean Froissart, dans ses chroniques, rapporte d'ailleurs l'anecdote suivante. Lorsque les barons anglais dirent à Édouard III que le roi de France était un sage et excellent prince, et de bons conseils, Jean de Gand, le duc de Lancastre, fils du roi Édouard, s'empourpra et lança avec mépris. « Comment ? Ce n'est qu'un avocat !» Lorsque le roi Charles V apprit ces paroles, il rit, et déclara d'une voix joyeuse. « Soit, si je suis un avocat, je leur bâtirai un procès dont ils regretteront la sentence. » Et en effet, le roi de France passe une bonne partie de son temps penché sur les textes juridiques, pour être sûr d'avoir le bon droit de son côté. Et pour s'en assurer, il consulte les juristes de Montpellier, Toulouse, Bologne, et même de la curie pontificale. Autant d'institutions qui n'ont pas maille à partir dans le conflit, et qui n'ont donc aucun intérêt à flatter le roi de France. Tous sont unanimes. Charles V est dans son droit. Celui qu'on appelle désormais le roi sage cherche en même temps à s'assurer, sinon du soutien, au moins de la bonne volonté des dirigeants des États voisins et des grands vassaux de son royaume. Prend donc contact avec la Lorraine, le Brabant, la Savoie et la Flandre. Cette dernière, par l'intermédiaire de son comte, Louis de Malle, approuve le roi, mais refuse de coopérer militairement. Mais c'est un moindre mal, et de toute manière, depuis septembre 1368, la fille et héritière du comte de Flandre est promise au frère du roi, Philippe de Bourgogne. La Flandre allait enfin revenir dans le giron du roi de France, et c'est bien là le principal. Calais était isolé, et l'accès à Bruges fermé aux navires anglais. De l'autre côté des Pyrénées, Charles V peut également compter sur un allié précieux. En effet, Henri de Trastamare est sur le point de monter définitivement sur le trône de Castille. Début 1369, de la Castille jusqu'aux Bouches de l'Escaut, le roi de France a de quoi faire face à la puissance anglaise. Édouard III voit tout de suite qu'il n'a rien à gagner avec une guerre. Le traité de Brétigny a poussé à la limite les concessions que les Français étaient prêts à faire,
et s'il voulait aller plus loin, il allait devoir conquérir la France, ville par ville et château par château, ce qu'il est bien incapable de faire. Le roi d'Angleterre fait donc des concessions territoriales et est même prêt à négocier en ce qui concerne les appels gascons. Mais le silence lui répond. En France, après l'Écluse, Crécy et Poitiers, après des décennies de défaites cuisantes et de traités humiliants, on veut sa revanche, on veut lancer la reconquête. Or, tout le monde le sait, l'argent est le nerf de la guerre. Il s'agit donc dans un premier temps de remettre en ordre les finances du royaume que Jean II a laissé dans un piteux état. En 1363, en plus des impôts indirects sur la consommation, établis pour le paiement de la rançon de Jean le Bon, on avait renforcé le système fiscal en y ajoutant le fouage. Chaque région devait donc payer un impôt en fonction du nombre de foyers à l'intérieur de ses frontières. Initialement accordé pour 1 an, le fouage en est à sa 5e année de prélèvement au moment où la guerre est sur le point de reprendre. Et en décembre 1369, les États généraux de Languedoil voteront la reconduite sans limitation du fouage et des impôts sur la consommation. Pour la première fois de l'histoire, le royaume de France a à sa disposition un impôt permanent qui lui permet à la fois de renforcer les infrastructures du pays, mais aussi d'entretenir une armée de qualité. Le roi sera cependant saisi de scrupules sur son lit de mort. Le droit du roi à imposer ainsi ses sujets est-il bien fondé ? Et le dernier acte de Charles V sera d'abolir les fouages, soulageant la pression fiscale pesant sur ses sujets, mais mettant à mal les finances de son fils et successeur Charles VI. Mais pour l'heure, l'argent rentre dans les caisses, ce qui permet d'assurer un paiement régulier de la solde des soldats, dont le recrutement est grandement facilité par la stabilité monétaire retrouvée. Le franc, créé en 1364, n'avait pas bougé depuis 1365, et les soldes offertes par le roi de France allaient demeurer les mêmes pour toute la durée de la guerre. Les hommes d'armes avaient confiance et s'engageaient dans l'armée royale sans se demander combien ils allaient être payés. C'est donc l'effervescence dans le royaume de France. On organise la préparation militaire des réserves, on recense les arbalètes, on encourage les concours de tir à l'arc, on inspecte minutieusement les fortifications des villes. À ce titre, une véritable nationalisation des places fortes est opérée. Les propriétaires des châteaux forts doivent les mettre en état de supporter un siège, les approvisionner en vivres et munitions, les pourvoir d'une artillerie, le tout à leurs frais. S'ils sont dans l'incapacité de le faire, ils doivent raser leurs murailles les plus hautes pour éviter que l'ennemi ne s'en serve après avoir trop facilement capturé les places fortes. Même chose pour les villes. Leurs murailles doivent englober les faubourgs qui dépassent, ou bien raser ces quartiers. Du côté anglais, on n'est pas en reste. Édouard III expédie des renforts en Aquitaine depuis l'Angleterre. Mais c'est du côté de l'argent que le bas blesse pour le Plantagenet. Le roi avait dû envoyer 130 000 livres tournois à son fils pour lui permettre de recruter sur le continent, mais en Angleterre, on rechigne à payer pour l'Aquitaine, une province riche et censée être autonome. La Chambre des communes accordait avec toujours plus de difficulté des subsides pour les guerres menées sur le continent, pour une Aquitaine qui, selon les bourgeois anglais, coûte plus qu'elle ne rapporte. À mal financièrement, l'Anglais va en plus de ça être pris par surprise. Au moment où le duc de Lancastre est sur le point d'arriver à Bordeaux avec son armée, le comté de Ponthieu, dans le nord de la France, se soulève contre les Anglais. Abbeville ouvre ses portes au maître arbalétrier de France. Le 29 avril, Hugues de Châtillon rentre dans la ville avec 600 chevaliers. 8 jours plus tard, tout le comté est sous le contrôle français. Les Anglais ont tout juste le droit de partir avec leurs meubles et leur vie sauve. Tout ceci bouleverse les plans de campagne d'Édouard III. Il attendait les Français en Armagnac, il les retrouve à Abbeville. Calais est maintenant menacé, et il doit réassigner son fils, Lancastre, à la défense de la tête de pont anglaise sur le continent. Il emporte avec lui la moitié de son armée initialement prévue pour Bordeaux, tandis que l'autre moitié est placée sous le commandement d'un autre fils du roi d'Angleterre, Edmond, comte de Cambridge, futur duc d'York. À Paris, Charles V rassemble les États généraux le 9 mai 1369. Ultime assurance juridique, il demande à l'Assemblée s'il avait fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû, ou qui soit contraire au droit. Il leur laisse une journée pour réfléchir. Et quand les États sont au complet, le roi interroge les participants un par un. Il n'y a aucune défection.
le roi de France a raison, l'Anglais a tort. Charles le Sage refuse donc officiellement les propositions anglaises. Or, chacun le sait, ce refus entraîne automatiquement la rupture du traité de Calais. Le roi conclut les États par cette phrase. Tout ce qui s'est fait en Guyenne et en Ponthieu s'est fait par voie de justice et selon le traité de la paix, tandis que le roi d'Angleterre en Ponthieu et le prince de Galles en Guyenne procèdent par voie de guerre et de fait. Le raccourci est un peu grossier en ce qui concerne les événements du nord de la France, mais peu importe pour les contemporains. On va avoir la guerre et c'est la faute de l'Anglais. Dans les jours qui suivent, Charles V ordonne à ses frères, les ducs d'Anjou et de Berry, de passer à l'offensive, respectivement en Languedoc et en Poitou. Outre-Manche, on fait grise mine. Édouard III a tout fait pour éviter cette guerre dans laquelle il ne peut rien gagner. Tout juste prend-il la décision devant le Parlement de Westminster de reprendre le titre de roi de France abandonné après le traité de Calais. La couronne de France pour Édouard III n'est pas un objectif. Ça fait bien longtemps qu'on ne parle plus des droits hypothétiques d'Isabelle de France, sa mère. C'est une riposte, une tentative un peu désespérée de reprendre l'initiative dans le conflit qui s'engage. Il n'est pas question pour lui d'aller se faire sacrer à Reims, mais de garder l'Aquitaine car elle est riche et que c'est l'héritage des Plantagenets, et Calais, car c'est une tête de pont utile sur le continent. À la cour de Charles V, les objectifs sont tout autres. On ne se lance pas dans une guerre défensive. Ce qu'on veut, c'est la reconquête. Et le roi de France n'a pas peur de se donner les moyens de ses ambitions, en ressortant une vieille idée qui court à la cour parisienne depuis Philippe le Bel. Envahir l'Angleterre. Pas question ici d'envoyer une petite armée, simplement pour soulager le front de Guyenne. Il veut une attaque directe contre le trône anglais et frapper l'Angleterre au cœur. L'Aquitaine tomberait ainsi sans avoir besoin d'y porter le fer et le feu, sans nouvelle ruine, et surtout rapidement. On compte également sur les Écossais et les Gallois pour se révolter une fois les Français arrivés outre-Manche, et multiplier ainsi les ennemis pour les Anglais qui seraient incapables de faire face. Or, en Écosse, beaucoup ne sont pas très motivés à l'idée de briser une paix avantageuse signée avec les Anglais. Même chose pour les Gallois, qui sont nombreux à être las de la guerre. Tout ceci ne décourage pas Charles V, qui est persuadé qu'une fois sur place, les ralliements se feront nombreux. De plus, le roi sait que les Anglais ne vont pas tarder à débarquer en France. Il est donc préférable de les devancer et de ravager leur campagne, plutôt que de voir une nouvelle fois son peuple souffrir des exactions anglaises. Or, pour organiser un débarquement, il faut une flotte digne de ce nom. Malheureusement, depuis le désastre de l'Écluse, la marine française est à l'agonie. Charles V fait donc des efforts et ordonne la construction d'un chantier naval à Rouen, ainsi que l'armement de 5 galères pour garder la côte du Languedoc et de 5 autres pour la Normandie. C'est peu, et il doit donc chercher ailleurs. Il se tourne vers les Grimaldi de Monaco, puis, enfin, vers son allié castillan, Henri de Trastamare, dont la participation est indispensable pour toute cette aventure. Ce dernier a cependant fort à faire dans son royaume fraîchement reconquis, et ne peut s'engager totalement dans une expédition qui l'éloignerait trop longtemps de son trône. Pendant qu'on attend la flotte castillane, Charles V fait rassembler tous les navires disponibles dans les ports de la Manche, à Harfleur et à l'Eure. À l'embouchure de la Seine, où on attend environ 6000 hommes, s'entassent chevaux, vivres, tonneaux, vaisselle et munitions. La France est sur le point d'aller porter la guerre outre-Manche, quand Charles V est obligé de changer ses plans. Les préparatifs ont pris trop de temps, et déjà, le duc de Lancastre et son armée débarquent à Calais en août 1369. Philippe de Bourgogne, le frère du roi, est envoyé à la rencontre de l'armée anglaise avec pour ordre de ne pas s'engager complètement dans une bataille aléatoire. Charles V a retenu la leçon des échecs de son père et de son grand-père. Il vit dans la hantise de ces batailles où l'on perd ou gagne un royaume en quelques heures. L'armée du duc de Bourgogne et celle du duc de Lancastre se font face pendant plusieurs semaines, avant que, faute de vivres suffisants, les Français ne doivent reculer vers Paris, laissant le champ libre aux Anglais. Lancastre n'en demandait pas tant, et se lance dans une chevauchée qui ravage le Ponthieu, puis le pays de Caux, avant de se diriger vers Harfleur, voulant sans doute y détruire la flotte française. La ville est vaillamment défendue par la garnison et la flotte sauvée. Lancastre n'en amasse pas moins un butin considérable.
Cette victoire anglaise apparente va cependant se retourner contre eux sur le long terme. En effet, jusqu'au bout, les Anglais ne concevront de riposte à la progression française en Aquitaine qu'en organisant des chevauchées. Les Anglais vont gaspiller leurs forces et leur argent dans des chevauchées inutiles qui coûtent plus que le butin amassé lors des pillages. Et si la France sort exsangue de cette série de raids incessants, elle paye moins cher que ce que coûterait une journée de bataille au sort hasardeux. Les villages brûlés, les champs ravagés se comptent par centaines dans le sillage du duc de Lancastre et de Robert Knowles. Mais peu importe pour Charles V. Les Anglais ont dépensé des sommes folles pour ne pas prendre une seule ville, pas un seul château fort. Ce sera la stratégie de Charles le Sage pour les 10 années à venir. Le mépris face aux offensives des Anglais qui se battent dans le vide, pendant que lui reprendra le royaume, pied par pied, château par château, ville par ville. Comme je l'ai expliqué plus tôt, Charles V est l'ennemi des prouesses inutiles, et entend sous-peser le coût politique et financier de chaque opération. La stratégie du roi de France n'est pas basée sur des raids fulgurants et sans lendemain, mais sur l'avance méthodique et obstinée de pions que sont les garnisons sur l'échiquier militaire qu'est devenu le royaume de France. Cette guerre, où rien ne se joue au hasard d'une journée, met en exergue l'idée du commandement que se fait le roi de France. Depuis Poitiers, il ne se bat plus en personne, la faute à une santé fragile et des rhumatismes invalidants qui l'empêchent de se servir de sa main droite correctement. Mais le roi est au courant de tout, et prend toutes les décisions. Il choisit lui-même les capitaines de son armée et décide des tactiques à mener. En menant ce genre de guerre, Charles V ne gagne aucune gloire. Mais il compte bien regagner son royaume, et c'est ce qu'on demande à un grand roi. Dans cette épopée militaire qui s'annonce, Charles V peut compter sur plusieurs personnages de confiance qui, en s'associant au roi sage, verront leur postérité, parfois, dépasser la sienne. Parmi ces grands chefs, on pense bien évidemment en premier lieu au célèbre Bertrand du Guesclin, qui ne tardera pas à être fait connétable de France, et dont la tactique et la stratégie habituelle s'accommodent parfaitement à ce qui s'annonce être une véritable guérilla contre les Anglais. Il faut également mentionner Olivier de Clisson, un noble breton lui aussi, transfuge du parti de Montfort, qui connaît parfaitement les Anglais pour avoir été élevé à la cour d'Édouard III, mais également Jean de Vienne, le bourguignon qui devient amiral de France et réforme de fond en comble la marine de guerre française, ou encore Hugues de Châtillon, maître des arbalétriers, un médiocre tacticien, mais d'un dévouement et d'une fidélité sans faille. Parmi les frères du roi, Louis d'Anjou est le plus capable militairement. C'est le lieutenant par excellence de son frère, et il restera longtemps l'héritier du trône en attendant la naissance du dauphin. C'est le seul à disposer d'une autorité large et durable, mais également le seul ou presque à avoir le droit de prendre des initiatives militaires sans avoir à en référer au roi. Mais derrière tous ces grands personnages que l'état de guerre permanent a transformés en professionnels du commandement, il y a une armée. Une armée qui a été remodelée et repensée par le roi de France. De l'armée féodale, il n'est pratiquement plus question. Certes, on lève toujours sur place des troupes pour assurer la défense rapide d'une région. Mais c'en est terminé des barons servant à l'hoste royal avec le contingent dû pour leur fief. Contingent limité dans le temps et d'une fiabilité aussi douteuse que les alliances féodales. Maintenant, le roi retient les soldats de métier, les paie et il les garde. Charles V met en place la première armée permanente de l'histoire de France. Le grand talent de Charles le Sage est de choisir ses capitaines avec clairvoyance et de les conserver. La plupart des capitaines sont de bons chevaliers, issus d'excellents lignages, où la formation militaire est indispensable. Mais le roi discerne qui sait commander et il n'hésite pas à placer des chevaliers sous les ordres d'un simple écuyer si ce dernier s'est révélé être un meilleur chef. Les hommes d'armes viennent eux de tous horizons, de la haute à la très petite noblesse. Ils sont généralement retenus quand le roi en a besoin pour compléter sa force permanente composée d'environ 2500 hommes d'armes et 1000 arbalétriers, qui sont eux engagés toute l'année. Les non-nobles qui souhaitent faire carrière dans l'armée sont en théorie confinés dans les rangs les plus modestes, valets, sergents, coutillers, au mieux arbalétriers. Mais Charles V, qui veille personnellement à la sélection de ses capitaines, est beaucoup plus sensible aux qualités militaires qu'aux origines sociales, et on voit apparaître parmi les hommes d'armes à cheval
des écuyers qui seraient bien incapables de prouver leur noblesse. Ils se battent bien, on les paie comme écuyers. Point. L'armée de son père les aurait refoulés, mais en réalité, qu'a-t-elle fait hormis se faire battre à plate couture? Pour compléter cette armée essentiellement composée d'hommes d'armes à cheval, accompagnés de valets et de sergents, il y a bien entendu les gens de trait, c'est-à-dire les archers et surtout les arbalétriers, qui sont rarement natifs du royaume, souvent génois. À tout ceci, il faut ajouter l'artillerie naissante, dans un premier temps confinée à un rôle d'appoint, utilisé pour faire du bruit et effrayer les chevaux et les soldats, on l'utilise au temps de Charles V lors des sièges. Les canons trouveront lors des dernières années de la guerre de Cent Ans leur place sur le champ de bataille. On pense notamment à la dernière bataille de la guerre de Cent Ans, la bataille de Castillon. Charles le Sage ne dote pas seulement la France d'une armée régulièrement payée et donc disponible immédiatement pour la guerre. Il prend en main le recrutement des troupes et organise et contrôle le paiement des soldats. Le roi met en place tout un système de trésoriers de guerre, chargé d'assurer sur le théâtre même des opérations de guerre le paiement régulier des troupes. Les soldats sont payés, ils sont fidèles au roi. C'est aussi simple que ça. Nous l'avons donc vu, tout passe par le roi. Dès lors, pour la reconquête du royaume perdu par son père en 1360, tout repose sur ses épaules. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur j'aime et à me laisser un commentaire. À bientôt pour le prochain épisode.